Sihanouk pour l'Asie, hein, tous ont souhaité qu'il y ait une francophonie économique, puis ça ne s'est pas fait pour des raisons que j'ignore. Peut-être on n'y a pas assez mis l'accent, c'est tout l'intérêt de ce colloque. Mais il faut le faire, pas dans un esprit partisan, il ne faut pas dire il faut des entreprises venant de là et pas de là. C'est pas comme ça l'économie. À partir du moment où des gens veulent investir, s'ils ont les moyens de le faire, naturellement il faut les accueillir. Les besoins sont tels, et ce qu'il faut arriver à obtenir d'ici 20 ou 30 ans, c'est que les Africains, par exemple, n'aient plus l'idée d'aller travailler ailleurs. Pourquoi vont-ils travailler ailleurs? Parce qu'ils n'ont pas travaillé chez eux, répondant à leurs qualifications, à leurs possibilités. Sinon, ils resteraient chez eux. À partir du moment où on créera suffisamment d'emplois, d'entreprises, etc., vous verrez que les Africains resteront chez eux. Ils viendront peut-être en Europe, au Canada, ou aux États-Unis pour s'instruire, pour améliorer leur enseignement, mais avec l'idée de revenir ensuite chez eux pour trouver un emploi répondant à leurs possibilités. Donc, je crois qu'on est dans une période transitoire. Moi, je suis optimiste pour l'avenir de l'Afrique. Je fais partie de ceux qui y croient. Les 20 dernières années, ça a été le développement de l'Asie. Les 20 qui vont venir, vous allez voir, ça va être le développement de l'Afrique. Mais encore faut-il quand même prendre les mesures qui s'imposent, prendre les décisions qu'il faut, et à ce moment-là, le succès sera devant nous. Ça, vous avez insisté, M. Stier, sur les frères de développement. Dès la fin, vous êtes venu, vous êtes recadré sur ce qui nous intéresse le plus maintenant. Et j'aimerais que M. Drouot revienne là-dessus, les meilleures relations. Pourquoi est-ce qu'un investissement chinois à Toulouse est bon, en Afrique il n'est pas bon? Pourquoi est-ce que la Chine a du dynamisme et puis la France le perd, malgré le legs de la francophonie? Et comment améliorer les relations justement qui fassent que nous puissions récupérer ces parts de marché que nous n'arrêtons pas de perdre au profit du Brésil, ou il n'y a pas que la Chine, il y a le Brésil aussi d'ailleurs. Écoutez, au sein du Conseil national des Français pour la diversité, où il y a des Français originaires d'Asie, il y en a qui sont ici d'ailleurs, d'autres originaires d'Afrique, j'avais peur au début qu'ils s'entendent très bien, ils s'entendent très bien. Et on fait des projets de co-développement, à l'heure actuelle, très actifs. Hein. J'ai encore eu une séance la semaine dernière pour le co-développement. Vous allez voir qu'il va y avoir des tas de projets mis en œuvre, d'ailleurs, par des Français originaires de tel ou tel pays qui sont très heureux de faire quelque chose dans le pays où étaient leurs ancêtres. Et il y a des projets de co-développement qui se mettent en place et qu'on va accentuer, accélérer au cours des prochaines années. Monsieur Drouot, s'il vous plaît. Merci. Non, je pense que il faut regarder les pays au cas par cas, et je crois que la perception, le psychologique, l'impalpable joue un rôle. Je vais prendre un exemple très clair. Moi, je retourne l'argument de monsieur en prenant l'exemple de l'Angola. L'Angola, c'est la première communauté chinoise hors d'Asie dans le monde. Voilà. Et en effet, travailler en Angola, c'est compliqué parce qu'il y a un partenaire qui a une position de puissance dans ce pays. Donc, ça dépend des pays. Moi, je rejoins ce que dit Olivier Stier. Je crois que, d'abord, la francophonie, ça dépend de chacun d'entre nous. Voilà. On a envie de s'impliquer, c'est pas facile, ça n'est facile pour personne et ça n'est pas facile, forcément. La vie, elle est palpitante et elle est compliquée aussi. Donc bon, c'est nous la francophonie. D'entrepreneurs et aussi de ceux qui ont la volonté d'investir en Afrique. Alors ça ne concerne pas simplement les Africains sortis d'Afrique, ça concerne tous ceux qui ont envie d'investir en Afrique, qu'ils soient africains ou non, qui ont envie de financer un certain nombre de choses en Afrique, qui ont envie de nouer des partenariats en Afrique. Et à partir de ce moment-là, c'est le GICAM qui les encadre, dans le patronat qui est le partenaire du MEDEF, que la plupart ici d'entre vous connaissent, qui les encadre pour mettre en place sereinement leur investissement. Donc c'est dédié à tous ceux qui aiment l'Afrique, pour résumer de manière plus simple. Et comme on est en France et dans cet espace francophone, tout ce qui est francophone est bienvenu parce qu'il y a une facilitation de la langue en termes de communication économique, mais communication un peu globale. Donc, de façon plus simple, donc je pourrais vous dire là sur ce point, que voilà ce qui est élaboré aujourd'hui. Et si je dois enchaîner avec... Je vais d'abord... Oui.
si tu me permets, je vais poser quelques questions. Oui, j'informe aussi l'Assemblée que vous avez 2 micros de disponibles si vous souhaitez poser des questions. Ils sont ouverts. Moi, mes questions sont les suivantes. On parle de l'Afrique comme étant le prochain continent émergent. Tu en as donné quelques contours. Est-ce que tu peux préciser par rapport sur le plan international? Autre question, tu as parlé de l'Afrique francophone et aussi de la partie lusophone, c'est ça? Non, c'était pas anglophone. Oui, voilà, mais je n'ai pas entendu la partie lusophone, donc ce qui en est aussi, puisque l'Afrique, c'est aussi loin que cela. Et quels sont aujourd'hui ce qu'on peut attendre et quels sont ce qu'on peut attendre en rentrée comme en sortie au niveau des investissements et des partenariats sur le continent africain et puis de l'Afrique vers les autres continents? Alors, je vais répondre rapidement à cette question en commençant par celle-là. Alors, ce qu'on peut attendre, dont les attentes sont, j'allais dire, c'est énorme. C'est énorme, mais en même temps, c'est faisable. Alors, l'Afrique porte la croissance mondiale aujourd'hui, c'est indéniable, donc c'est connu et su. Ça veut dire que l'Afrique est en attente de ceux qui sont en panne de croissance et en panne d'investissement, en panne de développement. Ça veut dire, en gros, pour résumer les choses, il y a des endroits, des environnements qui sont aussi dans le secteur francophone, qui peinent à faire un point de croissance. Alors, en Afrique, on peut faire 6% à 12% de points de croissance suivant les régions. Et ça dans un contexte qui n'est pas encore suffisamment moderne, qui n'est pas encore suffisamment développé. Donc tout est encore à faire en Afrique, en tout cas, l'Afrique est en demande en termes de collaboration, en termes de partenariat. Donc il est tout à fait ouvert à tous ceux qui veulent, quel que soit le secteur, parce que j'allais plutôt vous dire, toutes les niches de croissance sont encore actives en Afrique. Et ces niches de croissance sont accompagnés par le fait qu'on a une population qui est jeune, et qui dans les prochaines 50 années va représenter pratiquement le quart donc, de la population de la planète, et qui est jeune et qui est dynamique et qui est formée. Que certains ne le pensent peut-être pas, mais il faut savoir que la population africaine, elle est formée. Simplement, elle a besoin de soi, derrière cette formation, une certaine expérience pratique de terrain. Et à partir de là, ces attentes, c'est que vous veniez créer des entreprises, que vous veniez financer les secteurs de croissance, les niches de croissance qui existent, que vous veniez de manière encadrée, j'insiste là-dessus, de manière encadrée, vous ne partez pas dans le vide, mais que vous veniez participer à la construction des économies africaines. Bon, déjà ça, l'Afrique attend. Maintenant, ce que l'Afrique vous offre, c'est un cadre législatif en termes d'accompagnement, en termes de facilité et en termes d'exonération au niveau de certains investissements, en termes d'exonération fiscale, j'entends, mais aussi en termes d'accompagnement. Parce qu'il existe, si je prends le cas du Cameroun aujourd'hui, mais la plupart de tous les pays, si on se réfère aux pays francophones, beaucoup de mise en place des systèmes d'accompagnement des investisseurs au niveau de l'État. Bon, j'ai dit que l'État ne jouait pas son rôle de facilitateur, mais ça, entendez, ce n'est que les organisations et les organismes. Mais derrière ça, le rôle de facilitateur, c'est que l'État doit se mettre en place pour vous dire, venez, nous vous accueillons en tant qu'État, et derrière, vous rencontrez des organisations économiques comme la nôtre. Donc l'Afrique a beaucoup et ouvre les portes à tous ceux qui veulent y investir, et investir massivement, quels que soient les montants de capitaux. Et tous ceux qui veulent s'y installer aussi. Il n'y a pas de fermeture. Maintenant, de l'autre côté, que le monde, j'allais dire le monde extérieur à l'Afrique, le monde international, qui est développé, qui a déjà des infrastructures, qui a déjà des compétences, qui a une certaine expertise dans un certain domaine, je dis bien, quels que soient les secteurs, n'a qu'à venir, mais de manière ordonnée, de manière organisée, mais qu'ils se mettent en tête qu'on vient investir en Afrique, ce n'est plus comme dans l'ancien temps, mais c'est pour créer des emplois de qualité, des emplois durables, et surtout des emplois qui honorent l'homme de manière globale, c'est-à-dire l'employé. Donc ça, c'est la réponse à ta dernière question. Alors la première question, je n'ai pas bien compris la formulation. Je pense d'ailleurs, je ne sais pas quel ordre on va suivre. Est-ce qu'on ne devrait pas laisser Madame Altermat parler d'abord et puis les questions viennent après? Je pense que c'est ce tour que nous allons suivre.
La question, on va te la poser après Jean-Marie. Okay, là, Madame Altermat nous a rejoint, Marie-Thérèse Altermat, qui est la présidente fondatrice du Conseil des Mariannes de la République. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. Le thème donc qui nous réunit cet après-midi, c'est le mécanisme d'une nouvelle francophonie économique, et la sécurité des personnes. Jean-Marie s'est penché, bien entendu, sur le secteur qui est le sien, celui d'une dynamique qui permettrait la facilitation des relations francophones en termes économiques. Donc, merci d'être là. Merci. Je te passe la parole, libre de rentrer dans le domaine qui t'intéresse dans ce thème-là. Merci, très bien. Un quart d'heure, ça suffit? C'est lui qui va passer 20 minutes. 20 minutes, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le modérateur. Bonjour à tous. Toutes mes excuses pour ces légers retards. Il y a des travaux au niveau du métro, donc on a dû attendre plus d'une heure pour pouvoir passer. Je suis Marie-Thérèse Altermat, présidente des Mariannes de la République et d'Europe et présidente du réseau GIFA, qui est le groupement international d'investissement des femmes actives. Donc je vais vous parler du thème que je maîtrise le mieux, c'est l'entrepreneuriat féminin. Je crois que tout le monde connaît le dynamisme des femmes et la force de frappe et d'entreprendre des femmes. Le développement de l'entrepreneuriat des femmes est un enjeu pour l'égalité des genres entre hommes et femmes. Les femmes représentent 30% des entrepreneurs. Il s'agit également d'un levier pour le développement économique de notre pays. À chacune et à chacun, on doit avoir la possibilité d'entreprendre, de créer des emplois et de réformer la compétitivité ici en France. Je vais vous parler également des chiffres de synthèse des résultats, le nombre de femmes qui créent. L'âge moyen des femmes qui créent est de 48 contre 50 ans pour les hommes. Dans la reprise, elle est de 50% contre 62%. Les structures sont très variées. Il y a les entreprises personnelles, il y a les entreprises individuelles, il y a le URL, le SARL et d'autres formes juridiques. Les secteurs sont très souvent dans le commerce, le transport, l'hébergement, les services, l'industrie et la construction. L'accompagnement des entrepreneurs et des entreprises en général. L'accompagnement total se situe entre 52% pour les femmes et 47% pour les hommes. L'accompagnement lors de la création est de 84% contre 81% pour les hommes. L'accompagnement lors du développement de l'entreprise est de 73% contre 67%. Je vais vous parler maintenant des mots-clés pour la création, le constat. Les banques et les experts comptables apparaissent non seulement comme les plus présents aux côtés des femmes et des hommes entrepreneurs, mais aussi comme les plus légitimes pour les accompagner, que ce soit pour créer leurs entreprises, le développement ou surmonter des difficultés. Et Dieu sait qu'il y en a quand il s'agit des femmes. On a doublement besoin de prouver notre valeur, doublement prouver notre capacité à entreprendre. Et très souvent, les banques et les accompagnateurs ne nous font pas toujours confiance. Si oui, très peu. Les enjeux économiques, les enjeux. Les entrepreneurs méconnaissent trop souvent l'accompagnement des différentes formes. Donc pourraient bénéficier
des créateurs et les créatrices d'entreprises. Par exemple, la Caisse d'épargne s'engage à agir pour la réforme des réseaux d'accompagnement et de valoriser les entreprises. Les chiffres clés à retenir, que ce soit en phase de création ou que ce soit en phase de développement, sont très variables. C'est entre 43% et 35% le développement, 40% contre 34%. Les femmes entrepreneurs affirment se sentir plus accompagnées que les hommes et sont plus nombreuses que les hommes à être accompagnées par leur banque pour créer 46% contre 33%, ou pour le développement de leurs entreprises, 35% contre 29%. Leurs activités, l'obtention des prêts, c'est aussi un secteur, un côté très fermé pour les femmes. Et les prêts bancaires à la création s'élèvent à 52% contre 36%. Elle juge d'ailleurs de l'action des banques comme utile, voire indispensable dans 93% des cas. Les enjeux sociétaux, créer de la croissance et de la richesse est une priorité dans notre pays, qui ne compte aujourd'hui que 30% des entrepreneurs. Un chiffre qui affirme l'urgence de faciliter le chemin à toutes celles qui veulent investir pour créer leur propre emploi. Et la nécessité de mettre en place des moyens plus adaptés aux besoins spécifiques de chaque créateur. Il y a plusieurs organismes qui accompagnent les femmes. Plus souvent, ce sont des organismes qui sont des banques, soit des organismes privés, soit des organismes étatiques, qui accompagnent les femmes à la création d'entreprises, au développement. Et très souvent, ces organismes-là, on ne les connaît pas très souvent parce que le message ne passe pas. Les lois qui sont votées et promulguées pour le bénéfice des créatrices, très souvent, sont méconnues. L'État a mis en place plusieurs structures pour pouvoir informer les créateurs d'entreprises, soit par le ministère du Travail, soit les chambres de commerce et d'industrie, soit les chambres des métiers, soit même le pôle emploi. Il y a dernièrement une loi qui a été votée et créée pour faciliter l'embauche des premiers salariés à hauteur, je ne sais pas, 30 à 40% de baisse des charges sociales pour l'employeur et pour la société qui embauche. Voilà en un mot ce que je peux vous dire sur la création et l'accompagnement à la création d'entreprises. Il y a aussi les caisses de dépôt et d'accompagnement. Quand on parle de caisses de dépôt, on pense très souvent aux gens qui vont donner en gage leurs biens pour une somme et qui reviennent retirer l'objet gagé. Mais la caisse d'épargne s'est diversifiée. Maintenant, s'occupe de l'accompagnement aussi des femmes et le financement. Donc, il faut le savoir, il y a des structures qui sont mises sur pied, il y a les moyens de se faire aider et de se faire accompagner. Donc, c'est vraiment très important de le savoir. Et là, il y a une étude qui a prouvé que 60% de la richesse mondiale est produite par les femmes. Et que ce soit dans le secteur formel ou informel, mais plus souvent dans le secteur informel, surtout dans les pays du Sud, où les femmes apportent beaucoup plus de richesses que les hommes, mais à un moment donné, quand il faut maintenant se partager ces richesses, les femmes représentent moins d'un tiers pour bénéficier de ces richesses qu'elles-mêmes produisent. Donc c'est aussi un problème de répartition et de prise en compte des personnes qui œuvrent pour le développement de leur pays, le développement du continent et qui apportent des richesses. Il y a aussi un secteur qui est très touché par l'informel, ça veut dire le commerce,
il y a l'Organisation mondiale du commerce qui veut aussi mettre réguler ce secteur qui apporte beaucoup, mais qui reste marginal, c'est toujours de l'informel. Et quand on parle de l'informel, c'est plus souvent les femmes, bien sûr, qui n'ont pas, beaucoup n'ont pas été à l'école, mais qui arrivent quand même à faire du business, à créer leur emploi et très souvent à se développer. Et là, il faut les accompagner parce que très souvent, elles se focalisent sur le commerce, mais elles ne savent pas qu'elles peuvent se développer et qu'elles peuvent avoir des aides, des accompagnements pour pouvoir se structurer et avoir plus de moyens et de capacités pour développer leur entreprise. Voilà, j'avais 10 minutes, 15 minutes, je crois que j'ai pu brosser en un mot le cas des femmes entrepreneurs. Donc s'il y a des questions, et s'il y a des points que vous voulez développer, n'hésitez pas. Je vous remercie. Merci à vous. Moi, j'ai quelques sujets. Je pense que les questions se porteront. Le 27 octobre, donc à la fin de ce mois, il y aura le forum économique de la francophonie qui se tiendra pas très loin d'ici au ministère des Affaires étrangères, et qui est développement international et secrétariat de la francophonie, rue de la Convention. Et je vais inviter Pascal Drouot, directeur de Alstom Afrique Alstom Afrique subsaharienne, Amérique latine, à venir nous rejoindre en tribune. Excusez-moi du retard. On continue avec la série de questions. Une série de 3 questions. Non, on va d'abord on va lui laisser parler et ça peut faire une série de questions après. Okay. Merci. Écoutez, merci Mireille et merci à tous. C'est un plaisir d'être ici parmi vous, de réfléchir avec vous aux problématiques de francophonie. Et réflexion à laquelle vous avez bien voulu m'inviter à participer. Et je voudrais donc compléter un petit peu tout ce que vous dites avec l'aspect industriel. Parce qu'en effet, vous l'avez rappelé, j'ai l'honneur de travailler au sein d'un groupe français international qui est aussi présent, monsieur, en Guinée. Il s'agissait du barrage Caleta la semaine dernière. Et je vais répondre aussi à tout ce qui a été dit sur la Chine. Les Comores m'ont rappelé de grands souvenirs, puisque j'ai eu la joie d'aller à Mbéni il y a quelques années. Et donc apporter peut-être un regard industriel sur toutes les problématiques qui sont posées dans le cadre du colloque et de compléter la réflexion. Parce que vous avez parlé d'une manière générale de la présence de la Chine en Afrique. Moi je la vois aussi en Amérique latine. Et c'est un fait. Et il est vrai qu'aujourd'hui, notamment en Afrique et en Afrique subsaharienne, il arrive que les groupes économiques français deviennent des sous-traitants de Chinois. Je dirais en soi, pourquoi pas, mais il faut essayer de comprendre le mécanisme qui amène à cette situation. Vous avez parlé de Caleta, monsieur, en Guinée. Je pourrais vous parler du barrage de Soubré en Côte d'Ivoire, avec Sino-Hydro, et où Alstom est sous-traitant de Sino-Hydro pour la fourniture d'équipements. Tout simplement parce que les Chinois font ce que la France a abandonné depuis quelques années. D'abord, c'est le fait de lier les financements. On parlait de financement, mais Exim Bank est là, notamment parmi d'autres instruments chinois, pour apporter le financement à des projets, j'allais dire, pratiquement clés en main. Ce que nous, Français, et dans l'espace francophone, nous ne faisons pas. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un des sujets, et j'imagine qu'il sera abordé, Mireille, vous l'avez rappelé, lors du sommet économique de l'OIF à la fin du mois, mais c'est vrai qu'il est, je crois, urgent dans l'espace francophone de réfléchir à nouveau au fait de lier le financement à la réalisation par, du coup, des groupements
français francophones qui participent à la réalisation du projet. C'est un problème absolument fondamental. Il arrive même aujourd'hui que l'AFD, puisqu'on a parlé de l'AFD, en effet, finance finalement des projets qui sont réalisés par d'autres et par des concurrents. Voilà, ça c'est la loi du marché aujourd'hui, dans des réalités qui, si l'on ajoute une dose politique à la problématique, pose en effet ce type de problème. Et pas seulement, mais c'est vrai que c'est un problème qui est posé industriellement, en tout cas pour nous, des groupes internationaux, mais à la base français. Et nous nous heurtons à une réalité qui est avant tout la réalité financière. Donc il est aussi de notre intérêt de nous allier à des partenaires, alors, vous l'avez rappelé, mais des partenaires nouveaux, parce que le monde a changé ces 20 dernières années, je ne vous apprends rien. Et c'est vrai que vous l'avez parfaitement dit, après tout, la Chine, elle est devenue un des partenaires essentiels en Afrique, notamment parce qu'elle a rempli un espace dans un monde qui s'est ouvert au lendemain de la chute du mur de Berlin. Voilà, et ils se sont donné les moyens d'une présence, tout simplement, et à nous de nous donner aussi les moyens d'assumer ce que nous sommes, de nous transformer, de marquer une présence économique dans un espace, et je me félicite vraiment de la tenue de ce colloque, parce qu'il rappelle quand même le fait qu'il y a des liens forts. D'abord, la langue. La francophonie, c'est une langue, et c'est pas simplement la langue, sans quoi il y a longtemps que le français aurait disparu dans le monde. Il y a un imaginaire commun, il y a une pensée, et j'ose l'espérer, mais il y a malgré tout la volonté de vivre ensemble, en tout cas de faire vivre ces fondamentaux qui sont des fondamentaux finalement identitaires. Nous sommes tous des francophones, divers, dans la diversité, unis par ces liens-là et par le respect de l'histoire. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, monsieur, et bien évidemment, moi je fais partie aussi des Français qui n'oublient pas que des milliers d'Africains sont enterrés dans les Vosges et sur le sol métropolitain. Je n'oublie pas que Brazzaville, vous parlez de Kinshasa, mais Brazzaville était la capitale de la France libre. Moi, tout ça, ça fait partie de ma conscience et c'est inscrit donc dans ma conscience et dans mon sang. Donc je ne l'oublie pas. Et tout ça, évidemment, les outils donc industriels qui accompagnent cette francophonie-là, cette francophonie économique, et nous nous reconnaissons tous dans cela. Ceci étant, comme je l'indiquais, le monde est ouvert, la réalité du marché est violente, donc il faut se donner les moyens, non seulement de se battre, mais de l'emporter, de gagner. Alors c'est vrai que les projets, c'est bien de parler de projets, mais le projet, il faut qu'il soit crédible. Et il le sera d'autant plus, quel que soit le territoire dans le monde, qu'il sera financé. Et financé, ça ne veut pas dire d'ailleurs être le mieux disant, mais ça accompagne une structure de présentation de projet qui intègre la dimension technologique. Nous savons que le top 5 qui a été publié par le journal Forbes, les femmes les plus influentes, les femmes les plus riches du continent, les anglophones sont en tête. Les francophones entraînent encore. Donc nous ne sommes pas parmi les 10 premières. Donc là, c'est vraiment un handicap. Pourquoi? Parce que les anglophones, quand elles entreprennent, elles, c'est pour aller... je ne sais pas comment on peut dire ça. Merci. Alors que les francophones, on se contente de ce que nous avons. Vous commencez petit, vous devenez moyen, et après, bon, ben, c'est bon. Donc, c'est cet esprit de combat, cette hargne. Il faut qu'on aille décrocher la lune. Voilà, il est hors de question que nous ne soyons pas dans le top 10 des femmes entrepreneurs classées, les femmes les plus riches du monde. Et en ce qui concerne le suivi se fait par des colloques, par les conférences que nous organisons. D'ailleurs, nous organisons un forum économique le 25 novembre à Bercy, au ministère des Finances. Vous êtes tous invités d'ailleurs à assister. Donc nous invitons toutes ces femmes
Et les hommes aussi, hein, monsieur, il y a des hommes dans le réseau, donc vous n'êtes pas mis de côté. Le suivi est là, on fait une rencontre de travail, on voit ce qui a marché, ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Donc pendant toute une journée à Bercy, il y aura les investisseurs, les chefs d'entreprise, des banques, des assurances, des coacheurs, des journalistes, l'État aussi, parce que bon, quelque part, on ne peut pas se passer de l'État, parce que quand il y a des conventions internationales, il faut quand même que l'État soit là. Donc on aura quelques ministres qui seront là avec nous pour pouvoir booster ce réseau, pour qu'il soit plus performant, parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait. Et là, il y aura un rapport de suivi pays par pays. Chaque pays envoie, il y aura une délégation de femmes, et là, il y aura un suivi en disant, voilà, on a commencé à 10, nous sommes maintenant à 40, et qu'est-ce qui s'est passé? Et ce suivi s'accompagne aussi des financements. Je ne sais pas, vous êtes d'ailleurs peut-être au courant, au mois de juin, fin juin, on a lancé le Fonds économique des femmes. Le réseau a lancé le Fonds économique des femmes, c'était sur les Champs-Élysées. Donc on a lancé ces fonds pour qu'on puisse aussi financer nos propres projets. Donc à partir du moment où on a un fonds où les femmes sont là, qui participent à l'effort, à l'évolution de ce fonds, elles sont prêtes à mettre des bouchées doubles pour que leurs activités soient plus grands et puissent rivaliser, pourquoi pas, rêver pour que ces entreprises-là soient aussi cotées, je ne sais pas, la bourse de Shanghai, la bourse de je ne sais pas quoi. Donc, à partir du moment où on a aussi cette force de frappe, quand vous avez des projets et que ce sont toujours des autres qui viennent financer, vous vous sentez un petit peu voilà, minoritaire. Mais quand vous avez votre propre fonds, même si vous avez des projets de 10 millions et que dans le fonds d'investissement, il n'y a que 8 millions et qu'on a besoin de 100 millions, ben, les banquiers vous regardent d'une autre façon que si vous venez les mains vides. Voilà, il faut déjà penser à s'autofinancer, à financer nos propres projets. Et ne venez pas les mains vides. Non, vous avez des idées, vous avez des capacités, mais ayez aussi les moyens financiers. C'est le nerf de la guerre. Donc ce fonds d'investissement permet aussi à ces femmes de se valoriser, de ne plus tendre la main, parce que le monde, il y en a marre. Voilà. Donc lors de cette rencontre, il y aura tous ces aspects, l'évolution, le financement, et voilà. Et pourquoi pas l'orner maintenant vers l'international. On dit toujours maintenant, le monde, c'est un petit village. Vous avez commencé dans votre ville, maintenant il faut vous internationaliser. Donc, tous ces aspects, on va voir secteur par secteur, comment on peut développer à l'international. Merci. Oui, je pense que nous devons accélérer. Aussi un père, un oncle pour nous tous qui sont ici présents aujourd'hui, donc merci d'être là encore. Cher Bernard, heureux de te retrouver. Je me rappelle cette campagne 2012 à tes côtés, où on s'est vu de nombreuses fois. Tu connais mon engagement au service de cette communauté asiatique, que j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer à l'époque avec Patrick Karam. On a toujours travaillé ensemble main dans la main parce que je considérais que vous avez beaucoup de choses à nous apporter et malheureusement vous n'avez pas la place qu'il vous fallait dans cette période politique. Et je me rappelle des discussions qu'on avait eues à l'époque où on parlait justement de Nicolas Sarkozy et je t'avais dit que de toute façon, quand il reviendrait dans la famille, il ferait la place qu'il faut aux Asiatiques dans une famille politique parce que finalement, quand on parle de francophonie, la francophonie, c'est nous, c'est vous aussi. Et finalement, quoi de mieux pour parler de la francophonie, pour dire que c'est ensemble que nous sommes les plus forts. Finalement, j'entends les débats de savoir voilà, qu'est-ce que la francophonie aujourd'hui. C'est que chacun d'entre vous qui est présent dans cette salle, vous êtes non seulement des francophones, mais vous êtes surtout aussi les uns et les autres des porte-parole de la francophonie. Et c'est à vous aussi d'impulser avec vos amis, vos collègues, dans vos régions, dans vos familles, dans vos pays, qu'est-ce que c'est que la francophonie aujourd'hui. Et je me rappelle de cette discussion avec mon cher ami Bernard, donc je suis heureux de te retrouver.
tu montres encore une fois ton dynamisme, ton énergie. Cette récompense est vraiment à sa juste valeur et c'est le mérite de tout ce que tu as fait ces dernières années. Donc encore une fois, mon cher Bernard, félicitations. Et j'espère que ce n'est pas une récompense juste comme ça, c'est le point de départ d'une nouvelle histoire qui commence. Que l'Inde est associée économiquement avec la France, qui veut dire un lien très solide et toujours en construction. C'est des choix, bon, je ne vais pas discuter des choix de la politique française, loin de là. Simplement, l'Inde est très intéressée à développer cette relation avec l'ambassade de l'Inde qui travaille beaucoup dans le domaine surtout de la technologie, etc., qui va vous le dire. And you know, it is with that urgency. Ah non, mais quand même, taisez-vous. And so even though we in India are not talking of a francophone economy, but we already have very strong relationship with francophone economy. Vu que l'Inde ne parle pas de l'économie francophone, parce que ça n'existe pas, on est en train de le construire. Vous avez passé une journée ici, on a fait un petit débat, ce n'est que le début. Bon, moi je vais vous dire une petite anecdote avec la permission de la représentante de l'ambassade de l'Inde. Parce que nous, les Français, on a oublié notre histoire. 5 comptoirs que la France détenait en Inde, on a oublié. C'est ça notre faute. Et c'est pour ça qu'ils continuent à parler que l'anglais. Allez, please. Okay, and in this framework, we are going to have an India-Africa Forum Summit in the last week of this month in New Delhi. This will be the third such summit. Oui, ce qui est plus important, l'Inde, vous savez, organise, malheureusement pour des raisons de Ebola l'année dernière, c'était annulé, un sommet qui est annuel, 20 milliards de dollars d'investissement. Toutes les dirigeants africains seront à New Delhi à partir du 21 jusqu'au 29. Ça s'appelle le Indian African Summit 2015, c'est 2015. The last one was in Addis Ababa in 2011. Ça a démarré en 2011 à Addis Abeba. And we expect 54 heads of states and heads of governments to arrive in New Delhi. 54 représentants de dirigeants africains, présidents, premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, seront à New Delhi dans la dernière semaine d'octobre. And in this framework, we have implemented a lot of good projects in Africa in cooperation with these countries. C'est pour surtout développer le lien, tisser le lien de relations économiques et développement pour le continent africain. And our total pledge for this already exceeds $5 billion. Pour démarrer, il met en un chiffre de 5 milliards de dollars pour le développement, pour le démarrage de ce projet pour 2015-2016. The results have been very good and they are in many sectors of information technology, health, irrigation, etc. Oui, depuis 2011, le résultat était très un succès, un franc succès, vu qu'on a parlé ce matin de l'influence de notre voisin et nos frères, la Chine, les Chinois, comme on a dit tout à l'heure, mais tout le pays doit, avec la mondialisation, malheureusement que mon pays, la France, n'a pas compris que la mondialisation existe depuis 30 ans. Alors c'est pour ça que les pays comme l'Inde et la Chine est en train de supplémenter le développement en Afrique. And there was one very unique project which is called Pan-African E-Network, under which India has connected all the 54 countries with internet and telemedicine and teleconferencing. Oui, le plus grand succès, c'est dans le domaine du développement digital. Les hôpitaux, les dispensaires ou les petites infrastructures dans le continent africain. Maintenant, le médecin du village peut se lier directement avec l'hôpital central pour avoir des diagnostics tout de suite et quels remèdes appliquer. So we welcome this seminar today, and India will do everything to have good relations with Francophone economy. Voilà. On va continuer, ce n'est pas commencement. Ok? Thank you, Your Excellency. J'arrive.
Bonsoir Madame Alternat, nous vous retrouvons aujourd'hui au Sénat dans la salle Monerville où vous venez de prendre part au colloque francophonie économique. Qu'est-ce qui explique votre présence dans ces assises? Merci de me poser cette question. Ma présence dans cette assise, c'est que nous sommes là au titre du GIFA, le groupement international d'investissement des femmes actives. Donc je suis la présidente, pour participer à une table ronde sur l'économie et le financement dans l'ensemble des pays de la francophonie. Donc j'ai assisté à cette table ronde pour parler des perspectives, des avantages, des données économiques qui concernent le pays francophone et les facilités d'investir dans ce pays et d'être accompagné et développer le continent et en même temps inciter les femmes à entreprendre et à créer leurs activités. Oui, nous venons d'apprendre que vous organiserez le 25 novembre prochain un important forum économique et social. De quoi s'agira-t-il dans ces forums? Il s'agira de l'accompagnement du développement économique, de l'entrepreneuriat. C'est le 25 novembre à Bercy, au ministère des Finances et d'Industrie, pendant toute une journée avec plusieurs intervenants, plusieurs tables rondes, des spécialistes, des investisseurs, des banques, des associations, des assurances, des sociétés qui accompagnent et qui financent les chefs d'entreprise, des fonds d'investissement, et nous parlerons aussi de l'économie sociale et solidaire et de la place de la femme dans l'économie mondiale. Et à 19h, il y aura un dîner gala sur la croisière que nous offrirons aux participants et surtout aux partenaires pour continuer cette soirée avec des échanges de cartes. On fera le networking sur le bateau, sur la Seine. Et cette journée est très importante. Donc j'appelle toutes les femmes, tous les hommes, tous les investisseurs, tous les chefs d'entreprise à participer à cette journée pour accompagner et surtout parler de leur parcours. Parce que les entrepreneurs ont souvent des parcours différents et qu'on ne connaît pas. Et devant les institutions, ils pourront nous expliquer qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir s'améliorer. Par exemple, sur les questions des financements, sur les questions de la sécurité sociale, sur les questions des charges sociales. Donc, nous ferons qu'ils soient là pour qu'ils nous expliquent. Et devant 600 personnes, ce sera vraiment quelque chose de formidable, de grandiose, une première. Donc, j'invite tout le monde à participer à cette journée le 25 novembre à Bercy, au ministère des Finances. Oui. Pour toute réservation, 06 83 53 23, ou vous allez sur le site de GIFA, www.gifainternational.com. Oui. Entre-temps, nous avons appris aussi que dans l'exercice 2015-2016, vous avez bien d'autres activités qui vont se profiler pendant cette période de temps. Quels sont les programmes que vous avez en substance? Oui. Bien évidemment, en 2016, on va lancer le Salon des entrepreneurs et du développement de l'entrepreneuriat féminin. Donc ce sera un salon pendant 3 jours. Nous serons au Conseil économique et social avec les stands, avec les experts, avec les conférenciers, avec les sociétés qui accompagnent les créateurs d'entreprises, les financeurs, les investisseurs, les banques, les assurances et les créateurs d'entreprises pour parler toujours de l'économie, parce que c'est comme ça qu'on peut développer l'économie, l'emploi et les partenariats. C'est aussi un grand rendez-vous à retenir. Ce sera du 7 au 11 juin 2016. Oui. J'allais dire, pour l'activité du 25 novembre, comment peut-on faire pour s'inscrire? Est-ce que vous pouvez nous donner les détails pour s'inscrire à cette activité? Merci pour cette question. Alors pour s'inscrire, c'est simple. Vous allez sur le site du GIFA, oui. www.gifainternational.com ou vous appelez 06 06 83 53 23
ou sur le fixe 01 73 70 32 55. Et vous demandez bien évidemment la secrétaire ou la présidente, Madame Altermat. Madame, nous vous remercions de votre disponibilité pour avoir répondu aux questions de Mondial TV Afrique Nouvelle. Merci à Mondial TV de m'avoir interviewé. Ouais. Merci.